qui est organisé en Afrique, tout le continent africain. Donc, on a cherché un peu partout, on n'a pas trouvé, mais si, encore une fois, Burkina. Donc, je me présente, je m'appelle Mehdi, Mehdi Babali. J'ai fait mes études ici en Algérie à l'école d'informatique qui est maintenant, je crois, appelée ESI. Je fais partie de l'équipe Seblood. Seblood, c'est une extension Joomla. Seblood, c'est une extension qui est éditée par la société Octopus. Donc, l'agence web Octopus qui est basée en France, près de Versailles. Et Seblood, c'est une extension Joomla qui peut être catégorisée dans l'ensemble des CCK, des outils d'aide à la création de contenu, mais également avec les dernières évolutions de Seblood, c'est maintenant aussi un outil pour construire également de l'application. Donc aujourd'hui, mon sujet va être principalement sur comment, avec Seblood et Joomla, vous pouvez créer votre propre système de gestion de contenu. Alors, j'ai commencé dans le domaine du web depuis 2010. Avant, j'avais fait une thèse, mais dans un tout autre domaine. Mais ce qui m'a fait aller vers le domaine du web, c'est tout l'aspect création, l'aspect évolution, l'aspect ça marche, c'est tout seul. L'aspect communication, l'aspect contact avec le client direct, chose que je n'avais pas avec le domaine que j'ai effectué avant dans ma thèse. Donc, on est tous là, je pense, réunis. Quand on fait un site internet, d'abord on fait appel à sa créativité qui nous vient de notre plus petite enfance. Alors, première question. Quels sont ceux qui ont utilisé Joomla pour créer des sites internet, soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel? 2 personnes. Et Radek, 3, 4 personnes. 5, je vois ici. Qui dit mieux? 6. Donc, ça avance tout seul. Donc, quand vous installez Joomla, et vous avez d'un côté Joomla avec son gestionnaire d'articles, son gestionnaire d'utilisateur, son gestionnaire de catégories. Ça, une part. Ça, c'est le système Joomla. Après, vous devez réaliser un site web pour un client. Le client a un certain nombre de besoins. Il va vous dicter un certain nombre d'éléments qui vont constituer le cahier de charge sur lequel va se baser la création du site. Et bien, souvent, quand vous êtes devant ce cas de figure, eh ben, vous allez dans la GED de Joomla, aller chercher dans le marché de toutes les extensions existantes, comme Seblood, comme Solid Pro, comme autres extensions, les extensions qui vont vous permettre de répondre aux besoins exprimés par le client. Ces extensions, on a souvent rencontré le cas. Sur un site internet, souvent il y a pas moins de 5-6 extensions installées. Ces 5-6 extensions installées sont là pour répondre à un besoin. Mais aussi, tous les besoins ne peuvent pas être remplis à 100% par les extensions. Donc, il y a un échange qui va être fait avec le client et c'est souvent contraignant pour le professionnel du web parce qu'il ne va pas contenter son client à 100%. Ça d'une part. Deuxième point, c'est que quand vous utilisez des extensions, par essence, c'est des extensions fabriquées, créées par des éditeurs différents. Votre objectif et votre difficulté, quand vous créez le site, c'est de pouvoir cohabiter ces extensions-là pour avoir un site qui tient la pente, qui a l'air d'un site unique et non pas une juxtaposition d'extensions. Donc vous êtes devant ce dilemme. Ce dilemme-là implique derrière les problèmes qui ont été évoqués ce matin, notamment les problèmes de sécurité, les problèmes de maintenance qui sont énormes. On est membre de l'équipe AFUG en France
On reçoit des tonnes et des tonnes de mails de personnes qui sont, au jour d'aujourd'hui, encore sous Joomla 1.5 et qui posent la question comment je fais évoluer. Et là, vous êtes des trains en retard. Et pour faire évoluer un site qui est sur une extension Joomla vers une autre extension Joomla, en fonction du nombre un site qui est sous Joomla d'une version 1.5 vers 2.x, 2.x vers 3.x, en fonction du nombre d'extensions qui sont installées, ça va être souvent la croix et la bannière pour pouvoir passer ce cap-là. C'est là où où les extensions Joomla qui sont de type CCK interviennent. Ils vont faciliter la vie des professionnels du web pour construire l'ensemble des fonctionnalités dont a besoin le client. Ce qu'on appelle les kits d'aide à la construction de contenu. Alors, je vais donner un petit exemple concret sur un site. Et là, je prends le risque parce que je sais que la connexion n'est pas bonne. Mais c'est pas grave, je prends le risque. Ici, je vous montre l'exemple d'un site qui est actuellement en production, qui est en ligne, c'est un site d'une agence immobilière qui s'appelle Osimo en France. Sur ce site-là, il y a Joomla, JCE pour l'éditeur WYSIWYG et Seblood, et rien d'autre. Sans l'aide des extensions du CCK, le client et vous allez être confronté à une problématique au niveau d'un système de gestion de contenu. Vous allez avoir affaire à ça. Ça, c'est le gestionnaire d'articles. Dans le gestionnaire d'articles, il y a de tout. Et si je montre le site du côté front-end, pour ce site-là, on a créé des contenus de type annonce, des contenus de type agence, parce que l'agence immobilière a 4 implantations en France, des contenus de type page, les contacts qui se mettent via le formulaire de contact, les bandeaux, les accroches marketing et le gestionnaire d'utilisateurs. Donc, on va dire pour le gestionnaire d'utilisateurs, il y a le gestionnaire d'utilisateurs de Joomla. Mais pour tous les autres, les accroches, les bandeaux, les contacts, les pages, les agences et les annonces, du côté back-end, ils se trouvent tous ici. Former un client après avoir créé le site internet pour gérer son contenu directement sur un gestionnaire de contenu Joomla, c'est pratiquement mission impossible. Il faut être un initié de Joomla. Et ici, ceux qui rentrent les annonces immobilières, c'est les commerciaux, c'est les secrétaires, ce n'est pas des développeurs. Ils ne connaissent rien en informatique et encore moins en web. Donc eux, ils ont une annonce à rentrer, ils ont un texte, ils ont des images, ils ont des fichiers pour décrire un bien particulier, des prix, etc. Donc, Seblood, l'extension Seblood, au niveau de Seblood, vous avez un gestionnaire de type de contenu. Le terme a été évoqué ce matin et j'étais agréablement surpris, parce que là, on caractérise un contenu par un type. Un contenu, ce n'est pas uniquement un article Joomla. Un titre, un éditeur WYSIWYG, le texte, on met tout à l'intérieur. On se démerde pour avoir un rendu qui a un sens pour l'utilisateur final. Je ne parle même pas du client. Donc là, avec Seblood propose un gestionnaire de type de contenu, un gestionnaire de liste et recherche et d'autres on va dire, extensions et éléments. Je reviens à la présentation. Maintenant, depuis pratiquement 2-3 ans, on essaie d'avoir une contrainte, c'est dans tous nos sites, on produit uniquement avec Joomla et Seblood. De temps en temps, on utilise un semi-link pour les besoins de newsletter, mais c'est tout. Ça simplifie énormément notre travail de maintenance et toute autre chose.
le concept de Seblob, il repose sur quoi? Il repose sur un élément fondamental qu'on appelle le champ. Un champ, en HTML, ça va être un input texte, un drop-down pour sélectionner un certain nombre d'options, un champ pour rajouter une image, un champ pour rajouter un fichier, des champs checkbox, des champs radio, et que sais-je. Ces champs-là. Ces champs-là, vous pouvez les schématiser et imaginer comme des pièces de Lego. On a tous eu affaire dans notre enfance à des pièces de Lego et construire des édifices. Votre édifice, votre site internet va être l'édifice que vous allez construire à partir des pièces de Lego. Toute la force de Seblob, c'est de proposer des éléments élémentaires et la composition des Lego, c'est l'expertise du professionnel du web. Ça va être après un effort de conception. On n'est pas dans la réalisation, comment je vais faire les choses, mais comment j'identifie les types de contenu pour que mon client a toutes les fonctionnalités dont il a besoin pour gérer son site internet. Donc, à partir des champs, on va construire des formulaires, on va construire des listes, on va construire des moteurs de recherche. Les formulaires vont nous aider, vont aider le client à rentrer du contenu. Le formulaire ici, j'ai peut-être supprimé le mode de présentation et revenir en classique. Donc le formulaire ici, ce n'est pas uniquement le formulaire à la sauce Joomla. Vous avez un titre et un éditeur pour mettre au contenu. C'est des formulaires plus ou moins évolués. Si je viens ici, je vais dans le gestionnaire des annonces immobilières pour ce site-là, qui est du côté front. Bien sûr, il nous demande de m'identifier parce que la session est inspirée. Donc, je vais dans le gestionnaire de contenu, pardon, gestionnaire des annonces, qui est le cœur de ce site-là, parce qu'ils vendent des produits immobiliers. Et si je vais dans l'exemple d'un formulaire, pour l'annonce, ça va être pour le client, il a besoin d'identifier une référence, un type, est-ce que c'est une maison, un bien à vendre à louer, est-ce que le bien est en coup de cœur pour le faire apparaître en page d'accueil. S'il sélectionne oui, automatiquement le bien il va se positionner en page d'accueil. Il n'a aucune action à faire. Lui, la secrétaire, le commercial, de son iPad, de son téléphone ou de son ordinateur qui est au bureau, il fait que oui, non. L'accroche marketing, parce qu'il y a que plusieurs options, on passe. La description courte, celle qui apparaît au niveau de la liste. La description détaillée, là il y a les caractéristiques du bien en tant que tel. Et vous avez, sur ce formulaire-là, de mémoire, il y a pratiquement 80 champs qui interagissent. Après, il y a d'autres types de formulaires. Vous avez ici un exemple de type de formulaire de contact sur un site qu'on a fait pour Général Electric. Un exemple, celui-là, c'est un cas unique. En fait, on a développé un simulateur directement sur le web via l'interface d'un formulaire. Ici, ce que vous voyez ici, bon, ça a l'apparence d'un simulateur. Il y a énormément d'effets JavaScript. Pour tous les effets JavaScript qui ont été mis ici n'ont pas été mis à 100% directement en code. Il y a des fonctionnalités au niveau du formulaire qui permettent de paramétrer un effet JavaScript sans forcément coder. Donc on n'est pas obligé d'être un développeur pour associer un JavaScript à un formulaire. Et ici, un autre exemple de formulaire qui est ici pour Peugeot. C'est un site en interne pour construire des devis, pour savoir combien coûte une assurance pour une voiture particulière. Et qui ici le formulaire, si je me souviens bien, c'est un formulaire qui interagit avec les services web. Donc à chaque étape du formulaire, c'est un formulaire à plusieurs étapes, à
À chaque étape du formulaire, je vais interroger un service en fonction de la réponse. Je vais faire afficher d'autres champs dans d'autres étapes, et ça, c'est ce qu'on appelle un workflow classique. Ça, la première partie du formulaire. Après, avec Sevlon, une fois qu'on enregistre le contenu via les formulaires, on doit les lister. Je donne l'exemple de liste. Un module calendrier que je mets en page d'accueil, les événements qui vont à venir. Je définis un type de contenu événement qui a un titre, une date de début, une date de fin, une description, un lieu, un intervenant, plusieurs intervenants, et derrière, je définis une liste. Ici, ce qui est très important avec Sevlon, c'est qu'on dissocie la partie fonctionnelle de la partie présentation. Dans un premier temps, on ne s'occupe pas de comment on va présenter notre calendrier. Ça peut être un calendrier comme un calendrier, ou ça peut être une liste, les événements à venir, les uns en dessous des autres, les 5 derniers événements, les 5 prochains événements, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple de liste. Un deuxième exemple de liste ici, ça, c'est pour présenter des articles qui sont, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui sont en featuring, en page d'accueil. Donc là, ici, chaque élément, c'est un article Joomla, c'est un type de contenu qu'on a défini. On a sûrement ici mis une image, un champ titre, une image pour l'auteur, un champ texte pour le contenu global, et ici, on a paramétré les choses pour construire une liste et dire je récupère les 3 derniers articles créés. Il les récupère automatiquement, il les affiche en page d'accueil. Et le dernier élément, c'est les moteurs de recherche. Les listes et les moteurs de... Oui. Oui. C'est bienvenu. Ceux qui ont des questions, c'est bienvenu. Concernant le formulaire, c'est lié, il y a un rafraîchissement, oui, on a un type de champ qui s'appelle Select Dynamic Cascade. Par exemple, l'exemple typique, je sélectionne Milala, commune, Dagra, machin. Et toutes ces données-là sont enregistrées en base de données, dans des tables. Bien évidemment, il y a la structure qui va bien. Et l'appel est fait en Ajax, bien évidemment, parce qu'il y a JavaScript et la consultation de la base de données, donc c'est un champ qui utilise Ajax. Quand vous installez... Non, un rafraîchissement automatique. Après, il y a des options. Si l'option que vous choisissez en première étape vous retourne 2 options après, ok. Si elle retourne une seule option, c'est que vous souhaitez qu'il n'y a que cette option-là qui apparaît pour que l'utilisateur n'ait pas à sélectionner. Donc là, on essaie de simplifier la vie à l'utilisateur final pour qu'il ait le moins de clics possible à faire. Oui, ce que j'avais oublié, c'était une question qu'on avait posée à l'extérieur. Sevlon, c'est free, c'est gratuit. C'est pas free l'opérateur téléphonique en France. Il est gratuit. C'est un composant qui a plus d'une centaine de plugins. Tous les champs, toutes les fonctionnalités qui sont autour des formulaires, autour des types de recherche, des listes, c'est des fonctions supportées par des plugins. C'est pour ça que j'ai cité la force de Joomla par rapport à d'autres CMS. Peut-être tout à l'heure dans le cas de débat, il y a un gars de WordPress qui va dire peut-être le contraire, j'aimerais bien. Mais aujourd'hui, sur votre site internet, vous avez un certain nombre de plugins. Vous pouvez construire un certain nombre de fonctionnalités. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité particulière, eh bien, soit vous allez interroger la communauté qui a développé ce plugin-là, soit vous allez dans le market de Sevlon.com. Il y a d'autres plugins qui ne sont pas forcément tous payants, il y a des gratuits et des payants, soit vous le construisez vous-même. Et ça, vous avez la possibilité de le faire. Je donne un exemple. Sur Sevlon.com, gratuitement, il y a un champ qui s'appelle calendrier. Quand je clique sur une icône, j'ai le calendrier, je peux sélectionner une date. Sur un des projets qu'on a eu à faire, notamment pour un assureur, il voulait un champ de type date qui soit 3 selects juxtaposés. Je sélectionne l'année, je sélectionne le mois, je sélectionne le jour. Et bien, on a construit ce plugin-là pour supporter cette partie-là. Et ce plugin-là, quand on l'a construit, on l'a fait en toute dernière étape. Parce que la date, c'est un champ en tant que tel. Après, il suffit juste de changer un plugin par un autre et on a le select en tant que tel. La différence entre les listes et les moteurs de recherche, les deux, c'est des moteurs de recherche. Parce que j'interroge la base de données. Donc, un type de recherche qui va construire une requête, qui va sortir un certain nombre de résultats. Sauf que la liste, on affiche le formulaire, et dans le moteur de la liste, on cache le formulaire, et dans le moteur de recherche, on affiche le formulaire. Voilà. Les gestionnaires.
Ça, c'est une demande, je dirais, comme par magie. C'est souvent les clients qui impulsent les besoins et qui nous contraignent à faire évoluer notre outil. Depuis 2 ans et demi, on a abandonné, je vais en dire plusieurs mots après, on a abandonné la gestion du contenu du côté back-end, du côté administration Joomla. Toute la gestion de notre contenu se fait du côté front, à travers les types de recherche. On a la main totale et absolue sur quel élément je mets dans le formulaire de recherche de mon gestionnaire et quel élément j'affiche dans le tableau et quelle action je vais faire. Ici, j'avais par exemple, ici c'est un gestionnaire de place. Donc la personne, elle rentre des billes, des adresses particulières. À chaque fois qu'elle enregistre la place dans un formulaire, elle est automatiquement répertoriée dans le manager. Ici, c'est un gestionnaire de contenu évolué avec des images fait pour le site de General Electric. Et ici, c'est un site pour une mairie de Haute-Savoie et qui gère des projets dans le cadre de la municipalité. Il y a une autre fonctionnalité. Je vais en dire quelques mots, mais je ne vais pas m'apesantir dessus. C'est la fonctionnalité de ce qu'on appelle multisite. Un multisite avec Seblood, c'est la possibilité d'avoir une seule instance Joomla et derrière d'administrer avec une seule instance Joomla, donc une seule base de données Joomla, plusieurs sites. L'exemple de ça, il y en a plusieurs. Les sites d'une assurance en France, Camélic et MyCamélic. Derrière, c'est la même instance Joomla. Et au résultat, on a 2 sites qui ont un design complètement différent. Si on ne connaît pas, si on ne donne pas l'information en amont qu'il y a une seule instance Joomla derrière, on ne peut pas le deviner comme ça. Juste pour donner un élément de réflexion, la fonctionnalité du multisite, elle repose essentiellement sur la notion de niveau d'accès. Ceux qui connaissent Joomla, on gère tout avec le niveau d'accès. Avec différents domaines. Ici, il y a le site mycamélic.fr et de l'autre côté, il y a le site camélic.com. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on a proposé un devis au client qui est beaucoup moins cher que ce qu'on aurait pu proposer en donnant 2 devis pour 2 sites différents. 1. 2. Dans tous les devis qu'on propose, il y a une ligne qui s'appelle maintenance. Parce que on utilise maintenant, on se contraint à utiliser sur le site Joomla Seblood, on arrive à proposer un prix très réduit pour la maintenance. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise en totalité notre outil qu'on a fabriqué, qui est Seblood. Quand on met à jour, dans 99% des cas, on clique sur un bouton, on met à jour. Sur le 1% des cas qui reste, là, c'est parce que la nouvelle version de Joomla, il y a des fonctionnalités, il y a des modifications majeures au niveau du corps. On a besoin d'un petit temps. Quand il y a une nouvelle version Joomla, généralement la version Seblood, elle sort dans la journée qui suit parce qu'on a la roadmap des mises à jour de Joomla, ou s'il y a une mise à jour importante, c'est dans la semaine ou 10 jours qui suivent. J'insiste aussi sur cet élément de multisite pour vous donner un autre exemple, parce que vous pouvez ne pas avoir l'idée de faire ça comme ça. Quand il y avait Joomla 1.5, il y avait une extension super utile qui s'appelait Joomfish pour gérer la traduction des contenus au niveau du site. Dès que Joomla est passé à 2.x, Joomfish, bye bye. Ils n'ont pas réussi à faire évoluer leur outil. Donc derrière, ce que Joomla propose, c'est un champ article language, et vous dites, je crée un article, cet article-là, c'est pour la langue anglaise, cet article-là, c'est pour l'allemand, le français, l'arabe, ou cet article-là, c'est pour les 2 langues. Pour ce client-là, SCP Europe, c'est un grossiste qui vend des piscines à travers le monde.
ils ont 8 locations, 8 langues différentes. On n'a pas pensé le site en termes de je crée des contenus pour chaque site de langue et j'affecte une langue à chaque contenu. Pourquoi? Parce que le client avait une contrainte majeure, c'est que ces implémentations étaient dans chaque pays avait sa propre communication, chaque pays avait son propre contenu, chaque pays n'avait pas envie de voir les contenus de l'autre pays, parce que ça va lui pourrir son gestionnaire. Et du coup, ici on a défini, si ça veut bien charger, on a défini un multisite avec 8 sites. Chaque site correspond à une langue. Voilà. Et on a attribué pour chaque site une équipe de gestion. Et il y a le gestionnaire au niveau monde, et nous, super utilisateurs, qui avons la main sur l'ensemble des sites. Ça, c'est possible. Je reviens en présentation. La couche multisite. Il y avait une question ce matin par rapport au web service. Alors, un élément dont je dois parler. Quand vous installez Seblood, j'ai dit il y a plus d'une centaine de plugins, il y a 3 templates gratuits de base quand vous installez Seblood. De mémoire, c'est le template Seb1 qui gère les formulaires, c'est le template de blog, et c'est le template Sebtable qui gère la vue quand vous voulez afficher une liste sous forme de table. Après, vous pouvez avoir d'autres besoins. Par exemple, si vous voulez mettre un slideshow sur votre navigateur, on n'installe pas d'extension. Un slideshow, c'est une liste. Il y a un template qui s'appelle slideshow, qu'on installe sur le site, qu'on met sur la liste, et on a l'effet slideshow. C'est un moteur de recherche. Les templates slideshow, chart, autres sont présents sur le market. Ils ne sont pas tous aussi payants. Il y en a un certain nombre qui sont payants. Avec ces extensions-là, on a aussi des add-ons. Les add-ons, il y a un certain nombre qui sont présents sur le market. L'add-on importeur, l'add-on exporteur, l'add-on builder, l'add-on développeur pour ceux qui veulent définir leur propre plugin. L'add-on e-commerce qui est en version bêta, qu'on n'a pas publié encore, mais qu'on a utilisé par exemple pour le site ici, Anamia. L'add-on, c'est une extension qui ne peut fonctionner qu'à travers une extension mère. Ici, l'add-on e-commerce ne peut fonctionner que s'il y a Seblood. Donc on fait fonctionner l'add-on e-commerce pour avoir la boutique qui est sur le site Anamia qui vend pour la petite histoire des jus, de fruits, des confitures, etc. Ok. Vous avez l'add-on e-commerce, vous avez l'add-on aussi web service. Je donne un exemple de web service. Le web service, il ne faut pas, c'est l'idée aussi que j'avais avant d'attaquer le domaine du web, etc. Le web service, bon, c'est bon, c'est un truc compliqué, je ne sais pas comment il est implémenté. Le web service peut être tout simple. Sur le site écologique, c'est un éco-organisme en France qui collecte les déchets électroniques et électroménagers. Les écrans d'ordinateur, les clés USB, les machins, c'est eux qui s'en occupent et après en France. Pour le site écologique, il y a un formulaire de contact. Le formulaire de contact, il gère leur demande de contact, les leads, avec un CRM Sugar. Avant Seblood, avant la refonte du site avec Seblood, il y avait une demande de contact qui, en te rencontrant, était souvent destinée à un seul mail, le gestionnaire. Le gestionnaire il lit la demande de contact, il identifie le service qui doit répondre à la demande de contact, et puis il entre à la main la demande de contact dans le système gestionnaire Sugar, parce que le CRM il fait d'autres fonctions que ne supportent pas les sites internet. Donc là, on a rajouté, on a installé l'extension web service, on a rajouté sur le formulaire de contact un web service qui va automatiquement, à la soumission du formulaire, soumettre les données du formulaire au CRM Sugar. Et donc, cette phase-là manuelle, elle a été supprimée et le gestionnaire il peut faire autre chose. Il a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, j'ai parlé des add-ons, e-commerce, web service, les big data. Les big data, on a eu un très bon exemple, on était surexcité quand on a eu ce cas de figure-là avec General Electric. General Electric, ils avaient le besoin, ils ont exprimé le besoin depuis 2 ans. Ils avaient un stock immense de fichiers qui étaient enregistrés dans des serveurs à travers le monde.
ils avaient une base de connaissances inestimable, mais qu'ils ne pouvaient pas exploiter. Parce que chaque site était isolé, la consultation d'un fichier en tant que tel, à part le lire, le télécharger, le consulter, voir si l'information dont on a besoin elle est contenue dans un fichier, à part ça, on ne sait pas. De l'autre côté, Google a développé des boîtiers. Il y a des solutions payantes et des solutions gratuites. Je rassure tout de suite, celle-ci, c'est une solution payante. Le petit boîtier que vous voyez ici, le petit boîtier jaune, il coûte $1 million, le petit boîtier. Ce n'est pas la PME du coin qui peut se payer ce petit boîtier-là. C'est pour ça qu'on était surexcités, parce qu'on avait la possibilité d'interagir avec une technologie qu'on ne pouvait pas imaginer interagir avec dans un autre contexte. Il y a plusieurs solutions payantes, gratuites, qui gèrent les big data. Big data, ce boîtier, il fait quoi? Il va parcourir tous les serveurs, il va consulter tous les fichiers, il va indexer tous les contenus des fichiers. Derrière, au niveau du site internet qu'on a développé, on a fait une interface. C'est principalement ce site-là, c'est principalement le moteur de recherche. Donc, un employé de chez un clic, il fait une enquête, il demande une information. L'information, elle est transmise au boîtier. Il lui demande d'aller chercher l'information dans l'ensemble du parc de fichiers qu'il a. Et le boîtier, avec sa technologie, il va retourner l'information un temps encore. Et derrière, on va récupérer l'information qui, pour ce cas de figure-là, l'information n'est pas enregistrée en base de données du site Joomla. C'est une information qu'on retourne à un boîtier. Une fois qu'il l'a retournée, elle est perdue. Donc là, on a développé un système pour pouvoir afficher des données qui ne sont pas forcément enregistrées en base de données. Tout ce dont je suis en train de parler, c'est des développements qu'on a pu faire. Un, grâce au noyau Joomla, parce que c'est un noyau MVC. Deux, parce qu'on a une rigueur drastique dans le développement de notre outil Semlon, qui est, on ne fait pas de hack pour aller vite, pour répondre à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, on va aller vite, ça va prendre 1 heure. Demain, parce qu'on a fait un hack, si on fait une mise à jour, la modification est perdue. L'heure qu'on a gagné aujourd'hui, on va en perdre des jours et des jours derrière. Il y a un client insatisfait. Donc tous les développements qu'on fait sont sans hack. Les briques élémentaires, qui sont les champs, on va pouvoir attaquer les objets. Parce qu'il y a la notion d'architecture MVC, je vais pouvoir attaquer l'objet article, catégorie utilisateur, les objets qui sont gérés par Joomla. Donc je vais pouvoir définir un type de contenu, annonce, événement, slide pour les slideshows. Ça, je dis l'objet article. Je vais définir des types de contenu, profil d'un étudiant, profil d'un enseignant, profil d'un administrateur de l'université, profil d'un évaluateur. Pour tous ces types de contenu-là, je définis un type de contenu en utilisant l'objet utilisateur et aussi l'objet catégorie si j'ai besoin d'exploiter la structure en arborescence de l'objet catégorie. Le champ, ici, au niveau du plugin de champ, il y a 3 grandes composantes. Il y a la composante principale qui s'occupe du rendu du champ. Est-ce que je veux rendre un champ en forme input text? Est-ce que je veux le rendre en forme selector done? Est-ce que je veux le rendre en input image? Et ainsi de suite. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est pour tous ces types-là, est-ce que je veux que ce champ-là soit assigné à un objet article, catégorie, utilisateur? Et le troisième niveau, est-ce que je veux enregistrer la donnée en tant que telle dans la base de données dans des bases séparées? J'utilise le mot standard. Est-ce que j'ai plusieurs données à enregistrer en même temps pour un seul champ? Je donne un exemple, on a développé dernièrement un champ qui permet de télécharger en une seule fois un ensemble d'images pour construire des galeries. Notamment sur le site Osimo que j'ai présenté tout à l'heure, une annonce immobilière a plusieurs images. Donc on enregistre ces images-là en utilisant le format JSON. Il y a aussi la possibilité d'enregistrer les données avec le format XML. Un type de contenu. Un type de contenu se présente comme ça. Je pourrais vous le montrer après sur le web, mais ça prend du temps à changer.
Donc, un type de contenu, vous avez 4 vues. Une vue qui s'occupe du formulaire du côté administration. Une vue qui s'occupe du formulaire du côté site, prompt. Une vue qui s'occupe du rendu du contenu que vous avez intégré avec le formulaire, donc c'est votre article. Et une vue intro qui est utilisée, par exemple, quand vous définissez un menu de type log de catégorie. Ça amène juste une partie du contenu et ça va lister sous forme de liste. Toutes ces vues-là sont indépendantes. Je peux mettre plus de champs dans la vue administration que la vue site. Et inversement. Il n'y a aucune vue qui pardon? Là, le type de contenu, il sert à intégrer un contenu unitaire. La recherche, c'est géré par un autre élément que je vais vous parler tout de suite après. Je veux dire, par exemple, le champ de t'autorises à utiliser le champ dans la recherche, par exemple. Recherche avancée. Une recherche avancée. Il y aura plus de champs. Une recherche avancée, non, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut le définir. Une recherche avancée, je donne un exemple. Sur un gestionnaire, on a souvent un champ mot-clé. Si par exemple je définis un type de contenu de type événement, un événement il a un titre, il a une description courte, une description complète. Ça, j'ai 3 champs au niveau du type de contenu. Quand je définis ma recherche, je vais définir un nouveau champ, il a un type particulier, qui va aller taper dans les 3, là où sont sauvegardées les données des 3 autres champs. La recherche ici n'intervient pas. Pour toutes ces vues, il y a un bouton pour configurer la vue. En fonction de la vue, les paramètres vont changer. Il y a un bouton pour assigner un template. Sachez par exemple que le template, c'est point. 1, il est responsive. Et 2, je vous ai dit une bêtise, tout à l'heure j'ai parlé de 80 champs, là c'est 95 champs. Le template c'est one. S'il me laisse charger, il me définit 42 positions. C'est souvent les positions d'un template Joomla classique. Les positions header, les top, main body, bottom body, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les citer. En plus, on rajoute deux autres positions qui sont à la sauce Seblood. Une position idem pour mettre un champ caché qu'on ne veut pas faire apparaître à l'utilisateur, mais dont on a besoin du fonctionnement du formulaire. Et un champ clear pour que même le rendu HTML du champ ne soit même pas visible au niveau du formulaire. Parce qu'on ne veut pas, pour des raisons de sécurité, qu'il soit attaqué ou autre. Et tout ça, c'est responsive. Quand vous assignez un template à votre formulaire, après vous avez un certain nombre de positions qui sont ici. Les top A, top B, top C, ainsi de suite. Vous avez la bibliothèque des champs qui sont là, et après vous faites juste un drag and drop pour tirer un champ de la bibliothèque et l'assigner à une position. Et c'est le template qui se charge de comment il va l'afficher. Ça, c'est le template C1 pour gérer les contenus unitaires. D'accord. Un type de recherche, pareil, c'est un autre élément, et celui-ci, il va permettre de construire des listes et construire des moteurs de recherche. Donc les listes réglementées d'un formulaire de recherche. Tous les types de recherche sont d'un formulaire. Sauf que, pour les listes, le formulaire est caché et les champs contenus dans le formulaire de recherche, ils contiennent des valeurs précédées dessus, automatiquement, en fonction de l'utilisateur qui est connecté, en fonction de l'article sur lequel. Par exemple, je donne une application, l'application commentaire. Je définis un type de contenu commentaire. Dans le type de contenu commentaire, j'ai le nom de la personne, l'email de la personne, un champ texte variable pour mettre le commentaire, et je mets un champ caché pour récupérer automatiquement l'identifiant de l'article que je veux commenter. Ça, l'utilisateur final, il ne le sait pas. Et après, quand je veux lister la liste des commentaires qui ont été soumis pour un article, je vais utiliser cette donnée-là, je vais récupérer l'ID de l'URL, parce qu'il y a toujours un ID pour un article, je vais la citer dans mon champ du formulaire de recherche, de façon transparente, de façon cachée, et ma recherche, c'est comme ça que je vais dire à ma recherche, sans moi, tous les commentaires qui ont été soumis pour l'article qui a l'identifiant un tel. Là, c'est les types de recherche, juste très rapidement. Il y a 4 vues, pareil que dans les
type de contenu, sauf que là, vous avez une vue pour gérer le formulaire de recherche, vous avez deux vues ici pour gérer le contenu, une vue liste et une vue élément. Si je veux schématiser ces deux vues-là, la vue liste, vous listez un certain nombre d'articles. La vue liste, elle va s'occuper des articles comme bloc. Je ne rentre pas à l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de l'article. Je veux lister mes articles sur forme de blocs, avec un bloc qui va contenir une colonne, un deuxième bloc qui va contenir 2 ou 3 colonnes, un troisième bloc en bas qui va contenir une seule colonne. Ça, je dispose mes articles comme ça. Et après, la vue élément, dans chaque bloc, je vais rentrer à l'intérieur et je vais dire, mon titre, je vais lui assigner une balise H1. Je vais l'afficher sur toute la largeur. Tout de suite, en dessous, je vais afficher une image à gauche et le texte qui est saisi par le champ texte arrière, je vais l'afficher à droite. C'est la vue élément qui s'occupe de le faire. La vue élément, des fois, elle est activée ou désactivée parce que, par exemple, pour le template table, on n'a pas besoin de la vue élément parce qu'on dispose de champs dans les différentes colonnes de la table. Et il y a un champ ordering pour définir un ordre des résultats qui sont sortis par la recherche. Et juste petite astuce, ici dans le bouton configuration, on le fait souvent, si on définit un type de recherche, on n'a pas les résultats escomptés, on clique sur le bouton configuration, on active le debug. Il y a le mode pour tout le monde, il y a le mode pour super utilisateur. Et là on voit la requête qui est générée par type de recherche. Et pour ceux qui ont des connaissances en MySQL, quand ils lisent la requête, ils savent directement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si jamais quelque chose marche. Les templates Seblood. Là, il faut faire une distinction importante. Template Seblood, ce n'est pas un template Joomla. Template Joomla, il prend votre page, il gère l'ensemble de votre page. Vous avez les positions header, vous allez mettre votre logo, éventuellement des boutons pour le login, pour les boutons contact. Vous avez la position centrale, le main body, vous avez les lignes header. C'est tous les frameworks templates qui posent ça aujourd'hui. Et c'est des templates responsive pour la plupart. Après le template Seblood, quand vous visualisez un article, il va se concentrer sur l'article, la partie centrale de votre contenu. Si je viens sur toujours le site des annonces immobilières, je vois le détail. Le template général de Joomla, il va s'occuper de tout ça. Le template Seblood, il va s'occuper de la partie centrale. Là, il va faire interagir les champs que j'ai définis dans mon type de recherche et dans le type de contenu, donc avec l'aide du template, et je vais pouvoir disposer mes champs comme je veux. Dans la partie centrale, il y a d'autres positions. Oui, 42 positions du template. Après, ça dépend du template. Tout à l'heure, je vous ai montré le template Seblood qui contient 42 positions. Vous imaginez cette position-là, vous la découpez encore en 42 positions, les lignes header, footer, vous avez 42 positions, vous pouvez les gérer comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas à l'extérieur? Non, il n'intervient pas à l'extérieur, il reste ici. Le seul cas où il intervient en dehors de la position main body d'un template général Joomla, c'est quand je définis un module de type list Seblood. Un module dans Joomla, je peux le mettre dans n'importe quelle position. Si je mets le module qui me sort une liste, par exemple, des 5 prochains événements, et je veux le positionner dans un sidebar. Là, il prend l'intérieur du module et le template de la liste, de la recherche, puis il va prendre ce carré-là, il va le découper en montant de position qu'il veut. Et là, je ne dis pas tout, parce que si je voulais parler de tout, on en aurait pour la journée. Sachez juste que Seblood aussi existe depuis maintenant 8 ans, que tous les développements, toutes les évolutions qu'il y a à faire sont résultantes de l'activité de l'agence web. Depuis le début, on essaie toujours d'avoir des projets où il y a une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas supportée par Seblood. Et bien, on développe cette fonctionnalité-là dans le cadre du projet. Donc le projet finance à la fois le développement de Seblood, nous finance parce qu'on est payé en un salaire, et derrière, on rend le résultat au client. Et on exploite ce qu'on a développé, parce qu'on le fait de façon générique. Aujourd'hui, je l'utilise pour l'exemple d'un site d'une agence immobilière. Demain, je l'utilise pour un intranet de génératrice. Après-demain, je l'utilise comme je
suis en train de le faire pour une agence de voyage, pour lister des voyages et ainsi de suite. Et je vais donc, ça nous a... Oui. Oui, c'est juste le slide qui vient après. Ça, c'est moi, à partir du moment où quelqu'un me pose une question qui a des traits qui a des relents de productivité, donc du gain de temps, qui dit gain de temps, dit gain d'argent, et le temps que je gagne à ne pas faire quelque chose que j'ai déjà fait, je le gagne à faire autre chose. Et donc, du coup, depuis ce mouvement s'est enclenché, on reviendra plus derrière. Je pense, je ne sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour, mais il me semble qu'il y avait un an et demi, Joomla, il y avait dans la roadmap, quand ils vont passer à la 4.0, ils vont plus avoir de back-end. Il va y avoir que du front-end. Et limite, dans le front-end, ça c'est un texte, c'est un champ. Je clique sur le champ, j'édite que le champ. Que ce champ-là, j'édite pas autre chose. Ça, c'est une évolution. On l'a à l'esprit. Donc, quand elle va intervenir, sachez que c'est l'homme, il aura les réponses de l'autre côté pour toujours suivre l'évolution. Et pour la petite histoire que j'ai dit à l'extérieur, c'est l'outil. L'agence mère, elle s'appelait Octopus. À l'origine, les deux avaient le même nom. Mais notre client générique a dit, attention, vous faites du bon travail, pour l'instant vous donnez les résultats qu'on n'a pas trouvé chez un autre fournisseur, on est le seul fournisseur externe de générique qu'on produit pour eux. Et par contre, demain, si vous fermez, vous mettez la clé sur le paillasson, vous fermez, l'outil Seblood, il appartient à qui? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour les sites qu'on a déjà produits? Donc, on exige que vous dissociez les deux. Donc, il y a l'entité Octopus qui a été créée, donc c'est l'agence web, qui édite l'outil Seblood. C'est ce qu'a fait, pour la petite blague, aussi un petit peu Google, en créant l'alphabet, mais ça c'est pour d'autres, c'est à une très très grande échelle, qui n'est pas la nôtre. Et je vais finir par ça. Ça, c'est l'évolution majeure et ça nous fait gagner un temps immense en interne. Et ça fait gagner aussi du temps pour nos clients, parce qu'on n'interagit pas que avec des clients finaux, il y a aussi des agences web qui interagissent avec nous. On a défini la notion d'application. L'application, c'est un certain nombre de champs, un certain nombre de formulaires, un certain nombre de listes, un certain nombre de gestionnaires et de templates. Quand j'ai défini l'application pour mon site, elle est définie, elle fonctionne correctement, elle marche, ok. Je package cette application, je la mets dans une boîte. Je pourrais vous montrer à l'occasion, si vous voulez, quand on aura l'occasion de discuter demain durant l'atelier. Je clique sur un bouton, je télécharge l'application, ça me sort un zip qui contient un certain nombre de fichiers, un certain nombre de plugins. Je vais dans un autre site utilisant Joomla et Seblood, je l'installe avec l'installateur de Joomla. Quand on utilise Seblood, on n'est pas dans un environnement Seblood, on reste dans un environnement Joomla. J'installe l'application, j'ai exactement la copie conforme de l'application que j'ai développée sur un site A, je la récupère sur un site B. L'application tout le temps utilisée sur les sites, c'est l'application Contact. On a des applications, on a une section sur le market, je vais vous parler très brièvement du market, une section qui s'appelle application. Quand on développe l'application Contact sur le projet, on télécharge l'application Contact du seblood.com qui est tout le temps mis à jour. Et après, on fait des modifications. Alors pour ce site-là, le champ prénom n'est pas indispensable. Pour ce site-là, il a besoin d'un champ pour identifier les services, et ainsi de suite. Donc on gagne du temps à définir ce qui existe dans 70% des cas, et on rajoute juste le 30% qui manque. Elle sera installée même si dans le deuxième site, il n'y a pas installé ce plan. Non. Non, pour l'instant non. Mais c'est l'un de nos objectifs. Dans un court, dans un moyen terme, je dirais. C'est que ça soit en stand-alone. J'installe l'application. Dans l'application, il va y avoir les éléments minimaux de Seblood qui vont être contenus dans l'application pour qu'elle puisse tourner sur un site sans qu'on ait forcément à installer cette. B. C'est jamais. Moi, je ne suis pas un graphiste.
Déjà, je m'occupe souvent et exclusivement, maintenant de plus en plus aussi de la partie graphiste, parce que j'ai de plus en plus de retours d'expérience. Je ne suis pas graphiste. Moi, je ne sais pas coder un template. Et j'ai maintenant 6 ans d'expérience. Donc quelqu'un qui n'a pas des connaissances poussées en CSS, donc qui soit aussi adapté au responsive machin, qui vient de me dire, je développe un template pour Joomla, pour mon site Joomla, oui, ok. Mais il y a des frameworks qui sont utilisés, Utem, Gabi ou autres, qui sont utilisés. Autant de ne pas réinventer la roue. De Semlab, oui. Les templates de Semlab, oui. Oui, les templates de Semlab, oui. Les templates de Semlab, oui. Effectivement. Il y a même des partenaires, clients partenaires, d'autres agences web qui ont des développeurs en interne, qui ont des besoins autres que les nôtres, qui ne trouvent pas forcément le template adéquat dans notre requête, qui développent leur propre template. Mais après, ils assument la responsabilité de la gestion, de la maintenance, du machin, du milieu, de la responsive. On fait aussi une veille pour que les nouvelles exigences dans le domaine du web, on puisse les suivre, et ainsi de suite. Aussi, bon. Oui, il n'y a pas que du payant, je vous rassure. Mais je vais être très franc et très direct. On ne peut pas aboutir à un résultat pro sans mettre le moindre sou. Ça n'existe pas. Moi, j'ai essayé de le faire de mon côté, je n'ai jamais réussi à aboutir à un résultat concret. J'ai appris, j'ai fait des études ici en Algérie, mais j'ai appris surtout en France, la rigueur, le pragmatisme. On parle peu, mais on agit beaucoup. Dans l'équipe, on entend les mouches voler. Mais les messages qu'on s'échange entre nous, ça fuse dans tous les sens. Le market de Semlab, le site c'est semlab.com. Le market, c'est dans la catégorie product. Vous avez des add-ons, des applications, différents types de plugins, des plugins de champ, des plugins de lien, des plugins live. On pourra en parler si on a l'occasion. Objets, restrictions, ils sont apparus il y a 7-8 mois. Stockage, typographie. Typographie, je vous donne un exemple. J'ai une date qui est enregistrée en base de données. Je veux la rendre dans un contenu, je veux juste mettre le mois à l'année. Dans un autre contenu, je vais mettre jour, mois, année. Je suis sur un site qui est en anglais, je mets le mois avant le jour, avant l'année, en français, et ainsi de suite. Les templates. Juste pour rigoler. Les templates. Accordés en cloud, HTML, liste. Ici, regardez, gratuit. Gratuit. Tout n'est pas payant. Il y en a certains qui sont payants, parce qu'on a passé énormément de temps dessus. Et si vous serez amené à passer du temps pour développer la même chose, vous dites, je ne vais pas payer ça, je vais le faire tout seul. Vous allez passer autant de temps, si ce n'est plus, pour faire la même chose. Alors, en tant que je dis ça, je ne dis pas ça pour que vous me payiez sur concret, mais juste pour être pragmatique. J'exploite le moins de temps possible pour gagner au final, faire un devis qui contente le client, contenter le client en termes de résultats et passer vite à autre chose pour pouvoir enchaîner avec d'autres projets, avec d'autres outils. Voilà. On a ici 3 markets. Celui qui gère le market de Semlab, c'est la dame dont j'ai parlé tout à l'heure, e-commerce. C'est la dame e-commerce de Semlab. La dame e-commerce de Semlab a la particularité aussi supplémentaire, c'est qu'il peut générer plusieurs boutiques. Donc là, on a la boutique d'Octopus, ok. On a la boutique de développeurs russes, qu'on ne connaît pas physiquement. Et on a la bibliothèque, c'est un développeur qui a été actif, très actif à un moment donné, peut-être il l'est moins actuellement, c'est un Sud-Africain. Il a beaucoup interagi sur le site, il y a des périodes où on n'avait tellement pas de temps qu'il n'y avait que lui qui répondait aux gens sur le site. Il a développé des choses, on
maintenant vérifier le code qu'il a produit. Ok, ça paraît solide, ça paraît bien. On lui a mis sa boutique sur le site CO5. Après, il y a des formes, vous pouvez changer les extensions, les plugins, les machins, les budgets. Et ici, il y a des formules. Il y a des formules VIP. Donc, vous achetez un forfait, vous avez accès à ce forfait. Avec ce forfait-là, vous avez accès à un forum privé. Là, avec le forum privé, quand vous postez une question dans le forum privé, on a l'obligation de répondre dans les 48 heures. Ce qui n'est pas le cas pour le forum public. Même si on ne le délaisse pas. Le forum public, à partir du moment où c'est du bénévolat, entre guillemets, quand on n'a pas le temps, on privilégie souvent les projets au détriment du forum. Il y a ça. Il y a aussi le service de support. Le service de support. Vous avez une problématique, vous ne savez pas comment la régler, que ce soit avec ou sans Seblood. Vous vous exposez votre problématique sur le site, on étudie la problématique, on dit on a besoin de 2 heures pour vous aider à la résoudre. On a besoin de 17 heures pour vous aider à la résoudre. Il y a des formules de support, 5, 10, 15, 20, 40 heures. Prenez le forfait, on se fixe des rendez-vous, on travaille ensemble pour résoudre le problème. Et pour la petite histoire, on a des clients qui sont vraiment partout dans le monde, d'un continent américain, russe, des moyens orientaux. On n'a pas encore des Algériens, je ne les espère pas, pourquoi pas, mais voilà. J'espère que j'ai attiré votre attention sur l'outil Seblood et sur l'apport qu'il peut donner à vos projets web et sur l'idée préconçue que je n'allais pas vraiment adapter au projet professionnel. Avant de finir, je vais m'arrêter là. J'ai moi une petite question. Ça me prend la tête parce que, je suis algérien. J'espère que s'il y a des gens qui ont des éléments de réponse, qui me le disent, j'ai du mal à sonder, à cerner, à comprendre le marché algérien, comment il fonctionne, le marché du web, les besoins du web qui sont ici. J'aimerais apporter une petite pierre à l'édifice, parce que j'aime bien mon pays. 2, aussi parce que j'aime bien le contact avec les clients de n'importe quel pays. Et voilà, s'il y a des gens qui ont le contact des clients, qui ont le contact du marché, qui ont des difficultés, qui ont une notion de ce que veut le marché algérien, qui n'hésitent pas à venir me voir, je serai très ravi de pouvoir échanger avec eux par rapport à ça. Je vous remercie pour votre attention.